Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêtes pour un épisode qui est un peu particulier, puisqu'aujourd'hui, c'est un nouvel épisode étude de cas. C'est le deuxième de ce concept qui va être donc récurrent sur le podcast. L'idée est simple, je vous questionne sur Instagram pour savoir quelle marque vous aimeriez que j'analyse, je sélectionne celle qui revient le plus souvent et je la décortique en profondeur. Donc ce sont des épisodes qui sont un peu plus longs que d'habitude puisque j'analyse 5 points. Le premier, la présentation de la marque, de son histoire, de ses débuts, de son lancement. Le deuxième, l'analyse du positionnement de la marque et de son image. Ensuite, l'analyse de la stratégie commerciale, le pan vente. Une analyse de l'offre, à savoir donc la collection et sa structure pour le quatrième point. Et en cinquième et dernier point, j'analyse le marketing et la communication digitale de la marque. Je fais aussi un petit focus sur l'aspect éco-responsable et en conclusion, je vous donne les 3 trucs réussis que je volerai à la marque en question. Donc sans plus tarder, c'est parti pour l'étude de la marque Make My Lemonade que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé. On commence donc avec la première analyse qui est la présentation, l'histoire de la marque et de son lancement. Donc je vais essayer de faire un peu court parce que Make My Lemonade, c'est une marque qui a un gros historique et ce serait long de devoir tout raconter. Mais en gros, la marque, elle a été fondée par Lisa Gachet, qui a son propre compte Instagram de créatrice, si vous voulez la suivre sur les réseaux sociaux. Elle a fait des études et elle a eu un parcours dans la mode puisqu'elle a étudié à Duperré, qui est une grosse école de mode parisienne, en tant que styliste et directrice artistique. Elle a commencé à travailler d'abord chez Yves Saint Laurent. Ensuite, elle a été assistante directrice artistique chez Bonpoint. Elle a eu voilà, plein de petites expériences comme ça dans des grosses marques. Et en fait, elle a surtout une âme, on va dire, d'entrepreneuse au départ, puisque, vous allez le voir, elle a ensuite créé un blog, etc. Et donc, elle avait cette envie de faire les choses pour elle, par elle-même, et de prouver qu'elle en était capable. D'ailleurs, son expérience chez Bonpoint a été un peu catastrophique puisqu'elle avait une chef qui lui parlait mal, qui la traitait mal, elle était régulièrement en pleurs. Voilà, elle a connu le mauvais côté de l'industrie de la mode, sachant que ce mauvais côté est souvent malheureusement majoritaire. Peut-être que vous le savez, mais moi j'ai aussi eu une expérience un peu similaire, c'est ce qui m'a poussée à entreprendre et à créer moi mon propre milieu de la mode. Donc là voilà, Lisa Gachet, c'est un peu ça qui lui a fait le déclic et c'est ce qui a fait qu'elle a créé un blog derrière autour du do it yourself, donc de la couture, mais aussi de la déco, pour en gros s'évader, pour faire quelque chose à elle. Et elle a fait ça en 2012. Et c'est là que tout commence. En fait, le blog, il va rencontrer un grand succès. Et c'est comme ça que Lisa, derrière, en 2015, elle a l'idée de lancer du prêt-à-porter. Avec comme point un peu original le fait que les clientes pouvaient soit acheter les créations qui étaient donc déjà faites, déjà cousues, soit acheter un kit pour coudre elle-même la création choisie. Ça, c'est son concept de base en 2015. D'ailleurs, la marque s'appelait pas Make My Lemonade, ça c'était le nom du blog. Elle avait créé un nom qui était Wear My Lemonade, qui était seulement pour ses kits couture et ce prêt-à-porter justement, qui étaient des créations déjà cousues. Et par la suite, en fait, elle va développer la marque dans un système un peu plus classique et conventionnel, d'une marque de prêt-à-porter. Faut savoir que Make My Lemonade, c'est quand même une des, plus grosses DNVB de prêt-à-porter en France. DNVB, c'est, Digital Native Vertical Brand. C'est-à-dire que c'est des marques qui se sont lancées et qui se sont créées uniquement en ligne. Donc, à l'inverse, pardon, des marques traditionnelles avec un réseau de magasins, etc., comme les marques historiques françaises, Camaïeu, Cache-Cache et toutes ces marques-là. Les DNVB, ça va être comme le slip français, Cézanne ou Make My Lemonade, par exemple. Dans les dernières années, la marque, elle a fait beaucoup de levées de fonds. Elle a obtenu différents investissements et des financements, notamment de personnes venant de
très gros groupes et de grands groupes de textiles. Donc la marque aujourd'hui, elle a pris une autre dimension, c'est-à-dire qu'elle est quand même, elle a des investisseurs derrière qui poussent à une certaine rentabilité. Donc maintenant, on est loin de la DNVB totalement indépendante dans ses prises de décision et dans la direction qu'elle veut prendre pour la suite de la marque. Voilà pour la présentation et l'histoire de la marque et de son lancement. Maintenant, on va passer à l'analyse de l'image de marque et de son positionnement. Donc, je commence toujours par la cible. La cible de Make My Lemonade, c'est une femme plutôt urbaine, peu importe l'âge. Je trouve qu'elle a pas un ciblage vraiment sur l'âge. On a du mal à dire vraiment une tranche d'âge pour sa cible. On se concentre plutôt là sur la personnalité de la cible. C'est-à-dire qu'on est sur une femme qui est sensible à la mode, qui est sensible, aux tendances et aussi au vintage et au rétro puisque Make My Lemonade a vraiment, un univers qui touche à tous ces codes vintage et rétro et aussi une direction artistique, hyper, forte, hyper osée. Elle parle à une cible qui va assumer par exemple sa féminité, qui va être capable d'audace dans ses choix de consommation, mode et déco, puisqu'on verra que la marque fait aussi de la déco et par exemple, une cible qui est capable de mélanger assez facilement des pièces, neuves, type Make My Lemonade et des pièces rétro, vintage qu'elle aurait trouvées dans des friperies et cetera. Enfin voilà, on est sur ce mélange de styles avec une cible qui assume son originalité, qui assume sa personnalité, qui a un besoin et une envie de se démarquer et d'arborer un style unique qui va, interpeller, qui va être remarqué tout simplement. Et si on veut aller plus loin, c'est même une cible qui assume ses combats, qui est engagée, qui adhère à la marque My Lemonade parce que on est sur une créatrice, donc Lisa Gachet, qui affiche son féminisme, qui met en avant un esprit de sororité, qui promeut, beaucoup l'entrepreneuriat aussi. Donc voilà, on est sur une marque qui assume ses combats et donc qui va attirer en face une cible qui, de la même manière, est engagée, est féministe et assume aussi, ses valeurs et ses combats. Au niveau de la promesse de la marque, la promesse, c'est de proposer à toutes les femmes et de toutes les morphologies des vêtements qui leur permettront d'exprimer donc leur personnalité, avec des pièces qui sont faites pour se sentir bien, donc confortable, mais surtout pour s'affirmer avec audace, avec confiance, hem, avec fierté et style. Et la marque, sa promesse, c'est également de propager l'esprit feel good, dans toutes ses collections et dans toute sa communication. On passe ensuite au point différenciant de la marque. Pour moi, ce qui me marque le plus, c'est vraiment l'incarnation par Lisa Gachet. C'est-à-dire que la créatrice, elle incarne véritablement sa marque. D'ailleurs, elle l'incarne en étant un peu la parfaite girl next door, c'est-à-dire celle à qui on s'identifie, celle qu'on veut comme amie, avec une image qui est sympathique, qui est authentique. Elle va prendre régulièrement la pose pour sa marque dans les shootings photos. Elle est omniprésente sur les réseaux sociaux de la marque, on reviendra dessus aussi. Mais vraiment, elle incarne sa marque de partout, dans la communication, sur le site internet. Elle est présente dans les médias, dans la presse, dans des podcasts, et elle parle vraiment de Make My Lemonade. Elle est la cliente parfaite de sa propre marque, et elle l'incarne énormément. Et ça, c'est un vrai point différenciant, puisque ses clientes vont s'identifier énormément à Lisa Gachet. Et le fait aussi que ça soit au départ un blog, Make My Lemonade, ça renforce ce point différenciant. C'est-à-dire que ce passé de blogueuse a installé la notoriété et la crédibilité de Lisa Gachet. On est entré un peu dans l'intimité de la créatrice et on continue d'entrer dans l'intimité de la créatrice via la marque. C'est là où on a vraiment l'impression que c'est une amie à nous presque qui a fondé cette marque, puisqu'on a pu la connaître à ses tout débuts, où elle était simplement une petite blogueuse, entre guillemets, qui faisait du do it yourself. Sur le blog aussi d'ailleurs, il y a quelques années, elle avait fait une sorte de newsletter, enfin c'était une série d'articles et de newsletters qui s'appelait Boss With Me, où elle livrait son quotidien de créatrice et d'entrepreneuse, un peu en mode Carrie Bradshaw dans Sex and the City, avec énormément d'authenticité et de transparence. Et ça, pareil, ça va renforcer la connexion qu'elle va créer avec sa cible. Et pour moi, c'est ça le véritable point différenciant de la marque, c'est l'incarnation et la connexion qu'amène Lisa Gachet dans le quotidien de la marque. Ensuite, au niveau du territoire visuel de la marque, donc tout ce qui est les couleurs, le logo, etc. Le logo, on peut voir qu'il a changé au fil des années, mais je crois qu'il est resté quand même assez similaire. Enfin, il n'y a pas eu d'énormes changements radicaux de branding, quoi. Le logo, il a un esprit rétro, donc qui match bien avec l'image de la marque et des collections.
Il est noir, il est simple, même s'il a quand même un style un peu audacieux, mais il reste dans une couleur simple, assez neutre, qui va permettre de laisser la place finalement aux collections qui sont hyper colorées et qui ont un univers assez fort à chaque fois. Donc voilà, avoir un logo comme ça qui rappelle le côté rétro, c'est bien, mais qui laisse la place aux collections colorées, c'est encore mieux. Ensuite, on va parler un peu des photos et des visuels qui sont utilisés. Donc on est souvent sur des visuels colorés, par exemple, il y a des affiches un peu graphiques avec un esprit rétro qui sont utilisées dans la communication. Les shootings sont aussi très graphiques, très fun, très colorés. Enfin, c'est vraiment ça match avec tout l'univers Make My Lemonade. Il n'y a jamais un shooting minimaliste ou beaucoup plus neutre. Tout est dans un esprit rétro, graphique, coloré et fun. Même les photos produits qui sont sur les fiches produits, donc, elles sont sur des fonds colorés, donc c'est des photos portées, il n'y a pas de packshot comme on peut avoir sur des marques avec un produit sur fond blanc. Là, on est que sur des photos portées sur un fond coloré qui rappelle donc l'ADA de la marque. Au niveau du ton de marque et de la ligne éditoriale, là aussi, on a un champ lexical qui tourne autour alors il y a un champ lexical qui tourne autour de la citronnade, mais surtout autour du côté pétillant, positif, de l'esprit feel good. On retrouve des mots comme, acidulé, magique, pailleté, sucré, émerveillement, vibrant, audacieux. Enfin, vraiment, si on parcourt la page à propos et la page manifeste de la marque, on va vraiment avoir tout le champ sémantique et le champ lexical, du feel good. Donc c'est très cohérent, ça fonctionne bien. Sur les réseaux sociaux aussi, il est présent, ça fonctionne très bien. On peut retrouver aussi, c'est plus anecdotique, mais ça illustre bien le fait que le ton de marque soit omniprésent. Sur le pied de page du site, on voit lien super utile ou lien super sérieux pour tout ce qui est les mentions légales et tout ça. Donc voilà, on voit que la marque a cette volonté de rendre cohérent son univers à travers son ton de marque, ses photos et ses shootings, et surtout de créer un lien avec ses clients en créant une vraie communauté via Lisa Gachet, la créatrice elle-même. Donc voilà pour l'analyse de l'image de marque et de son positionnement. On passe à l'analyse commerciale. Donc au niveau des points de vente et de la partie commerce de la marque, donc comme je disais, c'est une marque DNVB, donc qui a une priorité sur le digital et la vente en ligne, avec des réseaux sociaux qui sont du coup énormément suivis, qui sont énormément entretenus aussi, et la construction d'une communauté hyper forte. Le fait d'ailleurs d'avoir eu un blog avant, ça fait que la marque avait déjà une grande notoriété avant même le lancement, donc ça facilite la réussite d'une marque quand on a déjà une communauté, alors qu'on n'a même pas créé de pièces pour le moment. La marque a quand même ouvert aussi une boutique à Paris en 2018 et une à Lyon qui a ouvert récemment, donc en 2024. Et elle a aussi participé à de nombreux pop-up. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez des marques au départ DNVB et qui ensuite basculent vers de la vente en présentiel. Elle va passer par des pop-up pour s'assurer qu'il y a une demande et puis pour créer le buzz aussi et faire grandir la notoriété. Donc là aussi, comme beaucoup de DNVB, la marque, elle avance avec prudence sur la vente en présentiel et surtout, elle avance au fur et à mesure de levée de fonds puisque ouvrir des boutiques, c'est prendre une autre dimension en termes de finances puisqu'on va avoir besoin de salariés, on va avoir besoin de structures, d'acheter des locaux ou de louer des locaux. Enfin voilà, ça crée vraiment un besoin en fonds de roulement, par exemple, qui est plus important. Donc la plupart des DNVB avancent tranquillement avec prudence, mais elles vont quand même vers de la vente en présentiel, parce que mine de rien, c'est toujours rentable aussi d'avoir ses propres boutiques. Une autre des particularités de la marque, c'est la quantité de collabs qui a été faite avec d'autres marques, et pas qu'avec du prêt-à-porter. Donc Make My Lemonade a fait des opérations commerciales et des collaborations avec un très grand nombre de marques. Et le point fort, c'est de ne pas s'être cantonnée à du textile ou vraiment de la mode. Au contraire, elle est partie sur des collabs, déco, illustration, do it yourself, et ça permet vraiment d'appuyer l'ADN de Lisa Gachet et de Make My Lemonade qui est basé sur, la création au sens large. En plus, les collaborations, ça permet d'augmenter la notoriété d'une marque ou de même des 2 marques et surtout d'aller chercher une clientèle qui est nouvelle, donc finalement d'augmenter sa liste de clientes potentielles en allant toucher, par exemple, les clientes de chez, Monoprix, qui viennent plutôt pour la déco, celles de chez Petit Bateau, de Jonac, de Veja, de Sarenza. Enfin, vraiment, elle a fait des collaborations avec, presque tout le monde, quoi. Le dernier point que j'analyse dans la partie commerciale, c'est le customer care. Donc là,
on voit un customer care qui est plutôt de qualité, qui est soigné, par exemple avec une FAQ, une foire aux questions détaillée. On trouve toutes les réponses à nos questions si on cherche quelque chose. La marque est plutôt simple à contacter, que ça soit par email ou par téléphone ou via un formulaire. Enfin, en gros, on sait déjà à qui on va parler, on sait quand les appeler pour que les personnes décrochent. Le customer care là-dessus, il est pas mal. L'avant-vente, le pendant-vente et l'après-vente est de qualité. Et d'ailleurs, les avis sont plutôt très positifs. On voit que la marque, elle est proche de sa clientèle et de sa communauté. Donc ça montre qu'il y a un customer care de qualité. Donc voilà pour l'analyse commerciale, une DNVB, donc vraiment basée sur de la communication digitale, qui commence à s'ouvrir à de la vente en boutique, et clairement des collabs et un customer care au top. On passe maintenant à l'analyse de l'offre, de la collection, les prix, etc. Donc je vais commencer par l'analyse du prêt-à-porter, puisque Make My Lemonade a une gamme prêt-à-porter et aussi une gamme maison déco avec la Lemonade Home. Pour le prêt-à-porter, déjà, on est sur une marque qui propose un large panel de taille jusqu'au 52. C'est plutôt rare en réalité, donc je préfère le souligner, même si on peut toujours faire plus, etc. La marque, quand même, elle se veut inclusive dans ses tailles. Ensuite, l'offre, donc la collection, elle est ce qu'on appelle une grande largeur, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de familles de produits différentes. Par exemple, il y a des vestes, il y a des bodys, il y a les denims, il y a les accessoires, sans parler donc de l'offre do it yourself, couture, maison, déco, etc., dont on va parler ensuite. Mais déjà, rien que dans le prêt-à-porter, on retrouve vraiment un vestiaire qui est hyper complet et donc une offre d'une grande largeur. L'offre est également d'une grande profondeur. La profondeur, c'est que dans chaque famille, dans chacune de ces familles de produits, il y a beaucoup de produits différents ou de déclinaisons différentes. Par exemple, dans la famille des mailles, on va retrouver des gilets, mais aussi des gilets sans manches, des pulls sans manches, des pulls camionneurs, des robes, pulls. Enfin, vraiment, on retrouve beaucoup de références différentes au sein même d'une famille. Donc, on est sur une offre de grande largeur et de grande profondeur. Ça, c'est notamment dû à la taille de la marque et à son ancienneté. En fait, au fait que la marque soit maintenant presque historique, de 2015, c'est pas si vieux, mais pourtant, c'est une marque qui a rencontré beaucoup de succès, donc qui a pu développer beaucoup de pièces. D'ailleurs, elle laisse les collections précédentes visibles pour la plupart du temps sur le site, donc ça augmente cette sensation d'une offre assez large. Donc je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose là-dedans, mais ce que je dis, c'est que souvent, plus la marque va gagner en ancienneté et va vieillir finalement, plus l'offre va devenir large et profonde. Ça, c'est normal. Au niveau des prix, on va de prix de 55 € pour un t-shirt hyper simple, avec juste un petit visuel dessus, jusqu'à 330 € pour un trench ou une veste en fourrure, etc. La majorité des produits tournent autour quand même de 110-120 €. C'est vraiment le cœur de gamme de la marque. Donc on est sur des prix plutôt moyens haut de gamme. Mais voilà, avec une fourchette de prix assez large, tout le monde peut un peu y trouver son compte. Là, je note quelque chose que je vois rarement et que moi j'apprécie, c'est une terminaison de prix qui est cohérente. C'est-à-dire que tous les prix finissent par exemple par 55, 60, 65, 70. On n'a pas des prix à 57,50 centimes. Là, vraiment, on est sur des terminaisons de prix cohérentes. Ça facilite la perception du prix dans la tête de la cliente. Et donc, ça facilite aussi le passage à l'achat. On n'a pas l'impression que les prix sont calculés un peu n'importe comment. C'est assez cohérent. Ça finit par 0 ou par 5. Ça permet au cerveau de choisir plus facilement et de passer à l'achat plus facilement. Ensuite, je fais un petit focus sur les kits couture et la catégorie donc do it yourself, puisque la marque a conservé l'idée de départ de proposer des kits de couture et des tissus, etc., pour conserver cet esprit do it yourself. Alors, c'est un peu laissé à l'abandon, je trouve. J'ai l'impression quand même que c'est plus du tout la priorité de la marque. On trouve peu de patrons, peu de références de tissus. C'est vraiment devenu un peu secondaire sur le site et sur la marque. Les photos, d'ailleurs, elles sont plus vraiment d'actualité. On ne retrouve pas les nouveaux shootings. Les formes des pièces non plus. C'est-à-dire que on va pas retrouver des pièces qui sont à la vente actuellement déjà cousues et des pièces qui sont dans les patrons, les kits couture. Alors, c'est malin de proposer ça, de continuer de proposer ça pour conserver la clientèle historique et conserver un peu l'ADN de la marque, et aussi pour écouler les tissus, par exemple. Mais là, ça fait vraiment, je trouve, laisser à l'abandon.
Et moi, je l'aurais presque enlevé ou alors mis plus en avant et vraiment continué de l'entretenir. Mais voilà, là, on est sur un espèce d'entre-deux un peu bizarre. Au niveau donc de l'offre, notamment sur le prêt-à-porter, la marque va clairement poncer les modèles qui fonctionnent. C'est-à-dire que, heu, l'exemple, c'est avec la Maxi Banane, Make My Lemonade, qui est un hit produit. On peut voir qu'elle est déclinée dans de nombreux tissus, de nombreux motifs, de nombreux formats. Elle est proposée en maxi, mais aussi en mini. Enfin voilà, elle est vraiment utilisée et essorée jusqu'au bout. Ça, c'est malin pour prolonger la courbe de vente d'un produit et pour épuiser son potentiel jusqu'au bout. Puisque si on a un produit qui fonctionne, bah, autant le décliner pour le proposer à un plus grand nombre, parce que si il y a certaines clientes qui l'apprécient, il y a potentiellement d'autres clientes qui vont le vouloir aussi. Niveau style et cohérence de collection, on retrouve des histoires qui sont bien racontées, on retrouve des collections qui mettent en avant un univers fort, bien mis en image aussi, c'est-à-dire que les shootings sont hyper cohérents, les pièces sont bien réalisées, les motifs sont bien choisis, on est toujours dans l'esprit de pièces fortes qui permettent de se faire remarquer, de s'affirmer, de montrer sa personnalité et toujours avec des matières et des motifs dans un style, rétro dans toutes les collections. Donc il y a une certaine cohérence d'ADN de marque et même d'ADN de collection au sein même de ces histoires, qu'elle raconte chaque saison. Et d'ailleurs, là aussi, la marque, pour raconter des nouvelles histoires chaque saison, elle va pas se prendre la tête à créer que des nouvelles pièces. Au contraire, elle va réutiliser les mêmes pièces, elle va les décliner dans des nouvelles couleurs, des nouvelles matières, des nouveaux motifs, pour créer une nouvelle collection, en tout cas à ajouter aux nouvelles pièces de cette nouvelle collection. Ça, moi, je ne le répéterai jamais assez, mais il faut absolument le faire pour rentabiliser un modèle, puisque entre le stylisme, le modélisme, le développement du modèle, les nombreux prototypes et les allers-retours, un modèle à créer coûte cher, donc pour le rentabiliser, il faut le décliner, comme on l'a vu avec la Maxi Banane juste avant. On va parler maintenant de la partie déco avec The Lemonade Home. Alors je vais en parler très rapidement parce que pour le coup c'est pas mon métier ou c'est pas le cœur de mon domaine. Mais en gros, le fait d'avoir une ligne maison et déco, c'est cohérent avec le positionnement et l'image de marque de départ, à savoir le do-it-yourself, couture et déco. Euh, donc c'est cohérent, c'est logique d'avoir ça, et je pense que la créatrice, elle s'est fait plaisir, mais elle a fait plaisir aussi à ses clientes en faisant ça. Les prix, ils vont de 16 à 260 euros, c'est hyper large, mais là aussi, une fois de plus, c'est logique avec le reste des prix. Et on a un cœur de gamme qui se situe plutôt autour des 65-70 euros, donc c'est un peu plus accessible que le prêt-à-porter. Donc voilà, je m'attarde pas trop dessus, mais en gros, une offre cohérente en termes de style, en termes de matière, en termes de forme, avec ce qui est fait dans le prêt-à-porter. On a toujours l'esprit motif, rétro, feel good, l'esprit coloré qu'on retrouve dans le prêt-à-porter de Make My Lemonade. On va parler un peu de la fabrication de ces pièces. Donc la fabrication, elle se trouve être majoritairement en Europe, avec le Portugal, la Bulgarie, la Roumanie, l'Italie et un peu en France aussi. On n'a pas accès à beaucoup plus d'infos sur le site de la marque. On va en reparler quand on parlera d'éco-responsabilité en fin de cet épisode. Mais en gros, on peut juste voir que la marque met beaucoup en avant la partie Portugal, un peu moins la fabrication en Europe de l'Est avec la Bulgarie, la Roumanie. Et elle met aussi quand même en avant la fabrication française sur certaines pièces. Au niveau des matières qui sont utilisées, là aussi on va en reparler sur le focus éco-responsable, mais on trouve des matières d'origine naturelle avec du coton, du lin, sans trop de certification par contre. On n'a pas beaucoup de coton bio, GOTS, etc. Mais surtout, et au vu des matières colorées, des matières fluffy comme la fourrure, des matières à sequins qui sont vraiment, qui font partie de l'ADN de Make My Lemonade, bah, finalement on retrouve du coup beaucoup de matières synthétiques ou artificielles. Et là non plus, sans trop de certification, avec par exemple du polyester recyclé ou des matières upcyclées. Alors la marque en parle, mais on n'a pas d'indication, donc on ne sait pas vraiment s'il y a des matières upcyclées qui sont utilisées. Si elle ne le dit pas, je pense que c'est parce que ce n'est pas le cas. Mais en gros, vu qu'on est sur une marque qui a un positionnement hyper coloré, hyper clinquant, bah forcément, on se retrouve avec des matières très synthétiques et artificielles. Faut savoir que c'est pour ça aussi qu'on a une image de la mode éco-responsable un peu minimaliste, un peu neutre, parce qu'en fait,
les matières naturelles et éco-responsables, on peut pas faire du sequin, on peut pas faire des choses, des fluos ou des choses comme ça. Donc forcément, l'image de l'éco-responsable, c'est quand même une image un peu neutre sur plein de pans, notamment les matières. On va passer maintenant à l'analyse du marketing et de la communication digitale de la marque. Donc je vais commencer avec le site et l'e-shop. Donc le site, il est très bien fait. Il est à l'image de la marque, il est rapide, il est facile d'utilisation. La navigation, elle est logique. On trouve tout ce qu'on souhaite en quelques clics, 2-3 clics maximum. Donc on le trouve facilement, ça c'est bien. La version mobile, elle est top. D'ailleurs, on dirait bien que le site, il a été pensé et qu'il a été construit sur mobile en premier. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je vous recommande de d'abord penser votre site pour le téléphone, pour une utilisation téléphone, puisque maintenant, les achats se font majoritairement sur le téléphone, plutôt que de tout construire sur l'ordinateur et ensuite de réfléchir à une version un petit peu arrangée pour mobile. Maintenant, on va regarder les pages produits de la marque, puisque ça, c'est clairement la vitrine. Donc, c'est un point hyper important quand on a une boutique en ligne, d'avoir des pages produits qui soient soignées. Donc, au niveau des photos, on a sur les produits que des photos portées. Donc, c'est sympa. Mais moi, je trouve que parfois, on a envie de voir la pièce un peu plus en détail. Et là, les photos portées, c'est toujours le même plan. On voit un peu un devant, un côté, un dos avec des modèles qui sont en mouvement. Mais on n'a pas forcément de focus sur les détails. Pour les vestes, par exemple, on va pas voir l'intérieur, la doublure, on voit pas où il y a des poches. Donc voilà, moi je trouve que c'est bien d'avoir des photos portées qui soient cohérentes avec l'ADN de marque, donc en mouvement sur un fond coloré. Mais c'est bien aussi d'avoir quand même des packshots avec des modèles qui sont vus en détail et qu'on peut analyser, où on peut être certaine de faire le bon choix. Il y a pas non plus de vidéo d'ailleurs, donc ça c'est vraiment dommage parce que la vidéo aujourd'hui c'est, primordial sur une boutique en ligne. Les boutons pour passer à l'achat, ils sont clairs. On a le bouton ajouter au panier, on peut vérifier la disponibilité en boutique, on peut payer directement via PayPal assez rapidement. On a une indication sur le paiement en plusieurs fois, ça aussi c'est pas mal. Dans la description du produit, bah, on a les points importants, par exemple, la forme du col, la forme des manches. Il y a aussi une suggestion, pour le porter avec, une autre jupe. Si je suis sur un pull, je vais avoir, l'inséparable de la jupe Paula à fleurs roses et donc je vais pouvoir cliquer pour aller retrouver directement, ce produit-là. Hem, on a le lieu de fabrication qui est mis en avant dans certains cas, quand c'est l'Italie et le Portugal et la France, mais pas toujours quand c'est la Roumanie et la Bulgarie. On a un petit conseil de taille, ça c'est pas mal. On a aussi, la taille que portent les modèles sur les photos, ça se fait beaucoup ça, mais c'est toujours, utile pour pouvoir, s'identifier et se reconnaître dans les modèles, sachant que les modèles photos, sont assez inclusives, c'est-à-dire qu'il y a pas que des tailles, 34-36, voilà, il y a des plus size, un petit peu des plus size, donc ça permet de s'identifier. On a des icônes aussi avec, les points utiles, donc la fabrication, la matière, par exemple, donc il y a c'est assez anecdotique, mais moi je trouve que c'est pas mal. Là, je suis sur un pull et il y a un icône avec marqué soutien-gorge free. Cet article peut être porté avec ou sans soutien-gorge pour celles qui le souhaitent. J'en avais vu un autre aussi avec baby bump compatible pour une jupe. Donc voilà, ça je trouve que c'est intéressant. C'est vraiment des arguments d'achat qui peuvent faire tilt. Donc je trouve que c'est pas mal. Le guide de taille, c'est pas mal aussi parce qu'en fait, il est personnalisé pour chaque produit. Donc si je clique sur le guide de taille de ce pull, justement, j'ai vraiment les mesures de ce pull en particulier. C'est pas un guide de taille random comme ça qui est fait pour tous les produits. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. En dessous, on a des suggestions produits qui permettent de compléter le look, en plus de ce qu'on a vu dans la description. Et en point fort, pour moi, il y a le bouton wishlist, c'est-à-dire que le produit, on peut l'ajouter à notre liste d'envie. Et le bouton, il reste apparent sur la fiche produit quand on vient sur le site. Ça, c'est une bonne chose parce qu'en fait, ça va permettre, par exemple, je sais qu'il y a bientôt les soldes, hop, je vais me créer un panier dans ma wishlist, quoi, et je vais pouvoir revenir dessus au moment de l'ouverture des soldes. Je trouve que c'est une bonne chose. Donc d'une manière générale, les pages produits, elles sont bien. Après, elles sont quand même plutôt courtes, hein, dans la description, dans la composition, l'entretien, enfin la chose la plus détaillée finalement, c'est la livraison, les retours qui est hyper longue et presque c'est trop. On pourrait la voir que dans la FAQ. Donc elles sont bien, mais on pourrait avoir des sections supplémentaires avec un focus sur la matière, avec plus de suggestions de look, plus d'infos sur les tailles,
des vidéos en plus des photos, ça ce serait vraiment une bonne chose. Mais clairement, on peut prendre ce site comme une référence, notamment sur ses fiches produits en tout cas. Ensuite, il y a quelque chose que je voulais souligner, c'est que sur le site, il y a la possibilité de télécharger des fonds d'écran. Donc les fonds d'écran, c'est des visuels graphiques qui sortent à chaque nouvelle collection, qui sont en accord donc avec l'histoire qui est racontée dans la collection. Et pour les télécharger gratuitement, il faut se connecter et créer un compte client. Donc ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle un freebie, un cadeau en échange d'une adresse mail, en échange d'un compte client. Donc ça permet en fait de voilà d'avoir les personnes qui créent leur compte et derrière de pouvoir leur écrire, de pouvoir leur suggérer des achats, puisqu'une personne qui a déjà créé un compte sur une marque, c'est potentiellement une personne qui un jour va passer à l'achat. Ensuite, au niveau du référencement et du SEO, Heu, en gros, la marque, le fait qu'elle ait été un blog auparavant, ça permet à la marque de pas travailler son référencement plus que ça aujourd'hui. Puisque le blog a fait le job, dans le sens où, la marque avait une grosse notoriété en ligne, bien avant de sortir des pièces de prêt-à-porter. Maintenant, clairement, le blog, il est laissé à l'abandon, le référencement, il est pas dingue non plus, mais en fait, la marque, elle en a pas besoin puisqu'elle a assez de notoriété comme ça. Même si on peut noter que la marque, elle est bien positionnée sur certains mots-clés comme banane sequin, banane léopard, body velours. Voilà, il y a des hit produits qui peuvent ressortir en premier sur Google pour Make My Lemonade. Mais c'est pas réfléchi et travaillé plus que ça non plus. Ensuite, la partie newsletter et emailing. Alors, la marque, elle embase bien, c'est-à-dire que embaser, ça veut dire qu'elle récupère beaucoup d'adresses mail, donc notamment avec ce qu'on vient de voir, les téléchargements de fonds d'écran gratuits suite à la création d'un compte. Il y a aussi un code promo qui est proposé pour l'inscription à la newsletter et ça arrive en pop-up. Donc le fait que ça soit un pop-up, ça aussi, ça capte encore plus d'adresses mail. Donc la marque, elle l'embase bien, ce qui veut dire que elle a une stratégie d'emailing quand même un peu forte et travaillée. Une fois qu'on s'inscrit donc à la newsletter, on va recevoir quelques mails de bienvenue, ce qu'on appelle une séquence, qui va présenter donc la marque, qui va présenter les produits, qui va présenter notamment Lisa, la créatrice, et qui va donner envie d'acheter. Cette séquence mail de bienvenue, elle est très bien faite. Donc la marque a bien réfléchi à tout ça. Les emailing et les newsletters sont ensuite assez régulières, c'est-à-dire qu'on reçoit pas mal de mails sur la sortie d'une nouvelle collection, sur des focus produits. Donc ça accompagne bien la stratégie de proximité et de communauté que veut créer la marque, puisqu'on reçoit aussi des mails du style le petit mot de Lisa, la sélection de Lisa. Donc on a vraiment l'impression qu'elle nous a écrit à nous une petite sélection de produits. Donc sa stratégie de newsletter et d'emailing est plutôt bonne, vous pouvez carrément vous en inspirer pour votre marque. Au niveau des réseaux sociaux, je vais parler que d'Instagram puisque c'est le réseau social qui est le plus utilisé et le plus entretenu par la marque. Le reste, c'est clairement secondaire. Donc Instagram, on retrouve un compte qui est énormément suivi, le compte de la marque, mais aussi le compte de Lisa Gachet, donc son compte entre guillemets perso, même si c'est un compte qui est fait pour être public. Ça fait partie d'une stratégie globale, c'est-à-dire d'avoir vraiment d'incarner sa marque. Donc elle le fait. Il y a notamment il y a Morgane Césalori qui le fait bien avec la marque Cézanne. Il y a aussi Marion Chouteten qui le fait hyper bien avec Horta. Voilà, elles ont leur compte un peu perso, d'entrepreneuse. Ça fait partie d'une stratégie d'incarnation d'une marque. Sur le compte de la marque Make My Lemonade, les posts ils sont très réguliers, il y en a plusieurs par jour. Il y a du teasing des nouvelles collections qui donnent vraiment envie d'acheter. Quand on voit les commentaires en dessous de ces posts de teasing, c'est hyper réussi parce que tout le monde note le petit pull qu'elle a vu passer dans la vidéo et qu'elle va s'acheter au moment de la sortie. Il y a des vidéos d'ailleurs, il y a des lives aussi qui sont faits par Lisa, avec par exemple les looks by Lisa. Donc pareil, on est hyper cohérente sur la stratégie d'incarnation de la marque. En gros, à ce niveau-là, la marque, elle fait clairement tout comme il faut. En gros, au niveau marketing et communication digitale, Make My Lemonade, ça peut être une référence puisque on est sur une des marques les plus connues de France en digital en tout cas. Donc moi, je vous conseille de regarder et de les suivre pour pouvoir s'inspirer un peu de leur manière de faire. Voilà pour les points d'analyse de la marque Make My Lemonade. Là, vous en savez déjà un peu plus. Je vais faire un petit focus sur l'éco-responsabilité. Alors, pour le coup, la transparence de la marque, elle est clairement pas totale. C'est-à-dire que on sait où sont fabriquées les pièces, le lieu de fabrication, mais on n'a pas plus d'infos.
quels ateliers, est-ce que c'est des ateliers qui sont audités, est-ce que c'est des ateliers qui sont référencés? Voilà, on n'a pas d'infos. La transparence, clairement, c'est pas leur truc. Pourtant, et là, c'est là où le greenwashing est important, c'est que sur la page Nos missions, nos engagements, la marque, elle parle de limiter les matières synthétiques, elle parle de limiter les quantités, elle parle de la fabrication justement responsable et tout ça. Mais en fait, dans la réalité, on n'a pas d'infos sur la fabrication, sur les ateliers. On trouve beaucoup, voire majoritairement, des matières synthétiques. Enfin, vraiment, j'ai eu du mal à trouver des matières naturelles, moi, dans les fiches produits. Je trouve beaucoup, beaucoup de polyamide, de polyester, voilà, de matières synthétiques, et peu qui sont recyclées ou upcyclées. La marque, notamment, parle d'upcycling, mais on n'a pas d'infos non plus dans les fiches produits, donc voilà, c'est pas très transparent, et si on va fouiller un peu, on a plus l'impression qu'au contraire, la marque, elle fait pas très attention à son choix de matière. Donc clairement, niveau éco-responsabilité, pour Make My Lemonade, on repassera. Maintenant, on va finir cet épisode avec les 3 choses à voler à la marque, si j'avais 3 choses à voler ou à s'inspirer, bien sûr, on n'est pas en train de copier quoi que ce soit. Donc la première chose, ça serait l'incarnation de la marque par la créatrice, par le personal branding finalement qui est construit par Lisa Gachet. Ça, c'est très pertinent de faire ça aujourd'hui, surtout que ça fait vendre, ça inspire et les gens sont à la recherche de ça. Ils veulent acheter chez des marques qui sont incarnées et pas des marques de fast fashion qui n'ont aucune personnalité. La deuxième chose que je volerais, ce serait les idées de posts Instagram. Par exemple, les lives qui sont faits par la créatrice pour présenter les nouveaux produits, les nouveaux sacs à main, les nouvelles pièces. Il y a les Reels aussi, Get Ready with Lisa, qui sont très pertinents et qui plaisent énormément. Donc voilà, les idées de posts Instagram, j'irai m'en inspirer. Et enfin, en plus anecdotique, mais aussi plus facile à mettre en place, je vole la wishlist sur la page produit, que je trouve plutôt accessible, et vraiment le petit bouton avec le cœur pour mettre en favori son produit. Ça, je le prends et je le mets directement sur mon site si j'avais une marque de vêtements. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette analyse de la marque Make My Lemonade. J'espère que ce concept vous plaît toujours autant et qu'il vous aura peut-être amené des réflexions sur votre propre marque, ou en tout cas des idées et des pistes pour votre projet de création de marque. Si cet épisode vous a plu, laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est une petite récompense et c'est un gros encouragement pour moi. Mes très chères créatrices, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.